Salut Sarah Lamsaïf, Bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue dans La Parole A sur ce beau plateau. Merci. Alors La Parole A, je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un format exclusif, le comptoir des éleveurs, que vous retrouvez sur YouTube, sur le site du comptoir des éleveurs, et c'est un format où on laisse libre parole à nos invités. Aujourd'hui, l'invité, c'est toi Sarah. Alors tu es conseillère spécialisée bas carbone à la Chambre d'agriculture du Cantal, et donc aujourd'hui le sujet, ça va être de parler de bas carbone. Et ici, tu es dans le média des éleveurs, mais tu n'es pas une éleveuse. Tu fais quoi exactement ? Non, alors je ne suis pas une éleveuse. Effectivement, je suis conseillère agricole, donc je travaille auprès des éleveurs de tout le département du Cantal. Et je suis spécialisée sur la thématique du coup, des gaz à effet de serre. On réduit ça au mot carbone souvent. Et donc j'accompagne tous les éleveurs qui sont volontaires, c'est que des démarches volontaires. Okay. Tous les éleveurs qui sont volontaires pour travailler sur cette thématique de la sensibilisation, déjà faire le point avec eux sur pourquoi est-ce qu'on parle de gaz à effet de serre en élevage, quels sont les enjeux aujourd'hui, jusqu'à les accompagner dans des démarches de progrès pour changer certaines choses sur leur ferme et s'améliorer. Voilà. Alors comment ça se passe au niveau de la démarche ? C'est eux qui viennent te voir et qui disent « Ok, j'ai envie de changer des choses sur ma ferme. Je trouve que là, je ne suis pas assez vertueux. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils. » Ouais, alors c'est que des démarches volontaires. Il n'y a aucune contrainte pour les éleveurs à s'engager dans ce genre de dispositif. Nous, on communique un peu sur ce qu'on fait. On fait connaître la thématique et les enjeux. Donc, on essaie de communiquer dans la presse locale. On fait des envois de mails pour informer les éleveurs de tout ce qui existe. Et après, c'est eux qui nous font part de leur volonté ou non d'y aller. Et les motivations, elles peuvent être diverses et variées. Dans un premier temps, souvent, c'est envie de se situer. On entend beaucoup parler d'élevage, on entend beaucoup de choses pas toujours très positives sur l'élevage quand on parle d'environnement. Du coup, les éleveurs ont souvent envie de se positionner, de voir où est-ce qu'ils en sont, eux, sur leur ferme. Un peu un bilan de compétences environnementales, quoi. Ouais, on pourrait dire ça. L'idée, c'est de faire un bilan, de voir quelles sont les bonnes pratiques. On arrive à mettre en avant plein d'atouts liés à l'élevage herbager qu'on peut connaître dans le Massif central. Et puis l'idée, c'est aussi d'identifier des pistes de progrès. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est que les pistes de progrès environnemental, entre guillemets, ce qui permet d'améliorer son bilan environnemental, ça a aussi un intérêt technique et donc économique pour l'éleveur. Et donc, l'entrée, nous, qu'on a, on est deux, donc mon collègue et moi qui travaillons sur ces thématiques, l'entrée qu'on a auprès des éleveurs, c'est vraiment de leur dire, OK, on va parler carbone, c'est un diagnostic environnemental, mais l'objectif derrière, c'est vraiment de faire du conseil technique, de parler de choses concrètes, de choses que font les éleveurs tous les jours et pas de rester dans l'abstrait des gaz à effet de serre. Alors on va en parler justement peut-être des solutions, des petits tips, tout ça, on va l'évoquer avec toi aujourd'hui, Sarah. Ton boulot, c'est concrètement, ça se passe comment ? Tu vas sur les exploitations, tu vas les voir, tu regardes un petit peu, tu discutes et tu fais « non, ça va pas, ça c'est pas mal, on peut améliorer ». Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'imagine, j'ai beaucoup schématisé. Donc on se déplace, mon collègue et moi, sur tout le département. Donc on accompagne l'ensemble des éleveurs qui sont motivés. On se rend sur la ferme au moins 2 fois. La première étape pour les éleveurs qui s'intéressent au bas carbone, c'est de faire un diagnostic, un état des lieux, de comment ça se passe sur leur exploitation. Et pour faire ça, on a un outil qui s'appelle Cap2ER qui nous permet de dresser ce diagnostic dans lequel on doit saisir beaucoup de données. L'idée, ça va être de passer en revue à peu près tout ce que fait l'éleveur sur sa ferme pendant une année complète. Donc on va parler de la gestion du troupeau, de la production, des bâtiments d'élevage, des rations, des consommations d'énergie. Enfin, c'est vraiment très, très global. Et donc, on se rend sur l'exploitation une première fois pour collecter un maximum de données. On finalise tout ça, nous, au bureau. Après, on a encore du travail, de calcul, etc. Et puis, on retourne voir l'éleveur dans un second temps pour prendre le temps de regarder les résultats avec lui, de lui expliquer en quoi ça consiste ce diagnostic et de faire ressortir les points forts et les axes de progrès. Alors, l'outil Cap2ER, ça va être ça ? C'est ça ? Ouais, exactement. C'est un petit document qui fait à peu près une dizaine de pages, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et sur lequel on va retrouver quoi ? Parce qu'il y a énormément de chiffres, il y a énormément de choses, de statistiques, on ne va pas tout détailler, mais en fait, juste avec ces pages-là, on peut avoir le bilan complet d'une ferme, c'est ça ? Ouais. Alors Cap2ER, c'est un outil qui a été développé par l'Institut de l'élevage qui nous permet de faire un diagnostic complet sur toute exploitation. Alors, on ne couvre pas encore aujourd'hui toutes les productions parce que c'est quand même un sujet qui reste assez récent. Mais on peut accompagner toutes les exploitations avec des ateliers de production ruminants, donc bovins, ovins, caprins, grandes cultures, les équins depuis peu et les volailles. Voilà, aujourd'hui, on sait faire quand même pas mal de choses. Et donc, les résultats du diagnostic, ils sont regroupés dans cette dizaine de pages. Ça peut être plus s'il y a plusieurs ateliers sur la ferme.
Là, par exemple, s'il y avait eu 1 ou 2 chiffres très importants à lire pour comprendre un petit peu le développement durable, l'empreinte carbone d'une ferme, ça serait lesquels, par exemple? Peut-être celui qu'on retient souvent quand on fait un bilan carbone avec un exploitant, c'est celui-ci. Ici, c'est l'exemple d'une exploitation bovin-viande. C'est en gros combien l'éleveur, par son activité, émet de CO2 pour produire 1 kg de viande sur son exploitation. Ça marche pour 1 litre de lait, etc. Ça, c'est intéressant parce que c'est super concret. Ouais. Et ça relie à la fois l'envie de faire mieux et d'être plus vertueux, mais aussi de pouvoir vivre et se nourrir en produisant. Oui, tout à fait. On prend en compte le fait qu'il y a une production alimentaire en face qu'il faut pas perdre de vue. Et ça, c'est un chiffre qui parle beaucoup et aux éleveurs et aux consommateurs en général. Et après, dans ce diagnostic, on a aussi plein d'indicateurs techniques. En fait, on va avoir les résultats environnementaux et après, derrière, nous, on a des indicateurs techniques qui vont vraiment nous permettre de voir concrètement sur quoi l'éleveur peut jouer sur sa ferme pour s'améliorer demain. Selon le ministère de l'Agriculture, Sarah, qui a publié une étude en 2019, l'agriculture, c'est le secteur le plus polluant derrière les transports, devant l'industrie, avec une part de 21% des émissions de gaz à effet de serre en France. L'agriculture plus polluante que l'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe alors que c'est le secteur de nature par excellence? Ouais, c'est vrai que c'est des éléments qui interpellent quand on les entend. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quand on avance ce chiffre-là, il y a une des spécificités du secteur agricole qui n'est pas prise en compte. C'est le fait que le secteur agricole est le seul avec la forêt à avoir la capacité de stocker du carbone. Donc ça, c'est la magie de la photosynthèse. Les végétaux absorbent du CO2 et le stockent dans leur biomasse, dans les sols. Donc ça, c'est du carbone qui est piégé et qui ne contribue pas au réchauffement de l'atmosphère. Ce carbone stocké, dans les chiffres que vous venez d'annoncer, il n'est pas comptabilisé. Il est comptabilisé dans une section à part qui s'appelle l'utilisation des terres UTC-ACF. Voilà, Donc ça veut dire que les statistiques sont aussi déjà un petit peu faussées? C'est pas qu'elles sont faussées, c'est qu'il faut savoir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Voilà. Quand on parle là c'est compliqué de tout résumer. Ouais, c'est compliqué de tout simplifier. Quand on dit que l'agriculture est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre, on prend en compte que les émissions brutes de gaz à effet de serre. Et donc, deuxième spécificité du secteur agricole, c'est que comparé au secteur des transports, par exemple, ou de l'industrie, la grosse majorité des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, c'est des émissions qui sont liées à des processus biologiques, des processus naturels, et pas à la consommation d'énergie. Et donc, ces processus biologiques, on ne pourra pas les supprimer demain. Il y a une part d'émissions qui est irréductible, entre guillemets, et qui est liée à la nature même. J'imagine que tu parles notamment des vaches. Oui, notamment. Parce que ça fait partie des généralités ou en tout cas des points qui sont un peu plus marqués que d'autres, responsables en partie d'une partie du réchauffement climatique, car forte émettrice de méthane. On rappelle que le méthane, c'est super polluant. Est-ce que ça questionne déjà la filière bovine, grossièrement? Est-ce qu'il faut se passer des vaches? Enfin, je pose la question de manière très provocatrice, mais c'est une question qui, malheureusement, aujourd'hui, est un peu d'actualité. À mon humble avis, je ne pense pas. Non, et j'espère qu'on J'attendais cette réponse, mais j'aimerais bien qu'on ne se passera pas pourquoi. des vaches demain. Pourquoi? Parce que, quand on parle de carbone, je pense que c'est important de ne pas se mettre des œillères et de ne pas penser que en termes de gaz à effet de serre purement et simplement. Les processus qui font qu'on peut se nourrir aujourd'hui, c'est que des processus naturels qui sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'élevage bovin français, à plus forte raison du Massif central, qui est très basé sur l'herbe, il émet des gaz à effet de serre, mais il a aussi plein de contributions positives sur l'environnement que malheureusement on oublie parfois. Il y a tous les enjeux de préservation de la qualité de l'eau, c'est un enjeu fort aujourd'hui. Les enjeux de préservation de la biodiversité. Les prairies naturelles, c'est des puits de biodiversité énormes. L'entretien des paysages, le maintien des stocks de carbone, etc. Il y a plein d'atouts pour l'environnement liés à l'élevage bovin. Depuis 2019, il a été mis en place le label bas carbone. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard dans ce sujet? 2019, c'est super tard. Il vaut mieux tard que jamais, peut-être. Ouais. Alors, le label bas carbone est arrivé tardivement. Après, c'est le premier cadre de certification français qui nous permet de certifier que les réductions d'émissions qui sont mises en place sont réelles et de qualité. Donc, ça nous permet d'accélérer, on va dire, sur la thématique et d'engager plus fortement des projets bas carbone chez nous, quoi. Est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone tout en continuant d'assurer une souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est compatible?
Je pense que c'est compatible. Et puis, je pense que de toute façon, ce serait un peu hypocrite de se fixer un objectif de 0 carbone en France, mais de dire c'est pas grave, on importe notre alimentation d'ailleurs et puis la pollution, elle a lieu ailleurs. Ça me paraît pas cohérent comme discours. On n'a pas du tout 0 carbone, voire pire. Voilà, c'est ça. Donc, ça me paraît compatible et ça me paraît indispensable de raisonner en termes de souveraineté alimentaire et de soutien à notre agriculture française. Alors je suis allée sur le site du sommet de l'élevage, j'ai trouvé cette phrase que j'ai trouvée assez impactante. L'agriculture est un pilier essentiel de notre civilisation, nourrissant les populations et façonnant nos paysages. Pourtant mal gérée, elle peut être une source majeure de dégradation environnementale. Son impact sur le bilan carbone ne peut être ignoré. Alors plutôt que de ne pas l'ignorer tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas prioriser cet enjeu? Où on en est justement? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que l'enjeu bas carbone, c'est quelque chose de prioritaire en France? Je ne sais pas si je dirais que j'ai le sentiment que c'est considéré comme une priorité. En tout cas, on a quand même une feuille de route qui a été fixée à l'échelle nationale pour rentrer dans notre objectif de neutralité carbone à horizon 2050, qui est un objectif ambitieux et puis fortement marqué. On a une stratégie nationale bas carbone qui fixe des objectifs de réduction pour chaque secteur d'activité, Et le secteur agricole a un objectif tout aussi ambitieux que les autres secteurs, puisqu'on va devoir réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre agricoles à horizon 2050. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et c'est très vite là, 2050. Hein. Ouais, c'est demain. C'est vraiment très proche. Alors, on a des budgets qui sont fixés par tranche de, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 ans, mais on a des budgets fixés assez régulièrement. Jusque-là, l'agriculture respecte les budgets. Malheureusement, c'est très lié aujourd'hui encore à la décapitalisation du cheptel bovin. Et l'objectif, c'est de dire on peut pas avoir comme objectif de réduire notre nombre de bovins, par exemple, de vaches, ou c'est valable pour les autres ruminants. On ne peut pas compter uniquement là-dessus en disant la consommation de viande baisse pas tant que ça. Ce qu'on produit plus chez nous, on va l'importer d'ailleurs avec une empreinte environnementale moins bonne que celle qu'on pourrait avoir chez nous. Non, c'est pas entendable. On fait un petit jeu, Sarah. On va faire un jeu que j'ai intitulé le classement des solutions. Parce que là, on a parlé beaucoup des problématiques, mais c'est bien aussi de se tourner vers les différentes solutions. En fait, je vais te proposer 5 solutions qui sont mises en avant pour réduire l'empreinte carbone et l'impact écologique de l'agriculture. Je vais te les donner une par une et tu vas me les classer dans un top 5. OK ? Donc, celle qui te semble la plus prioritaire à la moins prioritaire, de 1 à 5. Sauf que je te les donne une par une et tu ne connais pas celle qui arrive après. Donc une fois que tu as classé, tu ne peux plus bouger ton classement. D'accord. C'est clair ou pas? C'est clair. Tu ne peux plus revenir sur ta décision. Attention, on va voir si le classement final te plaira. La première proposition, c'est l'agroforesterie. On parle des solutions pour l'agriculture française de manière générale. Là, oui, on est sur l'agriculture française puisque c'est un sujet que tu connais bien. Combiner la culture d'arbres et de plantes sur une même parcelle, à quel point c'est une solution dans un top 5? C'est pas la solution la plus sollicitée dans le Cantal parce qu'on est sur des territoires plutôt d'élevage que de culture avec beaucoup de prairies naturelles, mais quand même c'est un enjeu assez fort. Donc je sais pas ce qui va venir après, mais on va dire 3. C'est dur comme choix. Deuxième proposition, l'agriculture de précision. L'agriculture qui requiert l'utilisation de nouvelles technologies comme l'imagerie satellitaire ou l'informatique. C'est pas facile. Je dirais 4. 4. C'est-à-dire que tu gardes pour l'instant les 2 premiers. Ouais. Sous le coude. Troisième proposition, la méthanisation. Processus naturel qui convertit les déchets organiques en énergie. Alors, si on parle de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, moi, j'aurais envie de le mettre en 2. Parce que les effluents d'élevage, c'est une grosse source d'émissions. On a la possibilité technique, en tout cas, de les réduire. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le modèle économique pour des petites exploitations avec beaucoup de pâturage comme on a chez nous. Voilà. Donc techniquement, oui. Après, il faut voir comment est-ce qu'on le fait. Il te reste le 1 et le 5. Ouais. Le plus C'était pas stratégique. Prioritaire et le moins prioritaire. Nouvelle proposition, les couverts végétaux. Les cultures plantées entre 2 cultures principales qui protègent notamment le sol de l'érosion et qui permettent de stocker du carbone. J'ai aucune idée de ce qui va arriver après, mais j'attends peut-être une solution un peu plus élevage. Alors on va dire 5, même si je ne suis pas contente de mon classement. On verra. La dernière proposition, l'agriculture biologique, qui exclut l'utilisation de produits chimiques pour réduire l'empreinte carbone et qui favorise la biodiversité. Du coup, je vais devoir le mettre en premier. Ouais. Donc on a agriculture biologique, méthanisation, agroforesterie, agriculture précision et couverts végétaux, me semble-t-il. Oui. Ça te plaît comme classement ? Je pense que j'aurais pu faire un peu mieux. Après, c'est pas les solutions qu'on mobilise le plus, nous. Si je regarde ce que font les éleveurs du département du Cantal, c'est pas ce qui est le plus par exemple, dans le mis en Cantal, avant. ça va être quoi la solution idéale ?
Si ça existe, ouais, ça n'existe pas. Après, on fait des accompagnements vraiment individualisés. Chaque exploitation est différente et a ses objectifs, mais nous, on est un territoire d'élevage bovin. Du coup, les solutions portent plus sur tout ce qui est gestion du troupeau. Ouais. Et un gros levier d'action auquel on s'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas encore très démocratisé, en tout cas dans le Cantal et dans le Massif central, c'est par exemple, alors on va peut-être rentrer dans des choses un peu techniques, mais d'abaisser l'âge au premier vélage. C'est-à-dire de réduire la durée de vie improductive des génisses, qui sont les jeunes animaux qui vont venir renouveler le troupeau, remplacer les vaches. Donc de favoriser le vélage précoce. Favoriser le vélage précoce à 2 ans dans l'idéal, pour réduire cette durée de vie improductive et ces émissions de méthane sans production de veau ou de lait en face, quoi. Voilà. Sarah, avec la Chambre d'agriculture du Cantal, tu accompagnes des agriculteurs qui ont envie de changer, qui ont entamé leur transition écologique au sein de leur exploitation. Par quoi il faut commencer ? C'est quoi la première étape ? Moi, je suis agriculteur ou éleveur. Je m'y suis jamais pris pour l'instant pour entamer ma transition. Je veux démarrer, je commence par quoi ? La première étape, c'est de faire son diagnostic. C'est vraiment, chaque ferme est différente et a des résultats qui peuvent varier énormément, même sur des systèmes qui paraissent assez similaires. Donc la première étape, pour moi, c'est vraiment de se positionner. Et après le diagnostic, une fois qu'il est établi, qu'il est fait, qu'on a vraiment le bilan, comment on amorce quelque chose de concret ? Sur la base du diagnostic, l'idée, ça va être d'identifier là où il y a des améliorations qui seraient possibles. Alors très souvent, c'est du technique. Ça peut être sur l'élevage des génisses, par exemple, optimiser la gestion du troupeau de manière générale. Ça peut être travailler sur la fertie, avoir un projet de replanter des haies. Enfin voilà, c'est très divers et varié. On va vraiment identifier en fonction des résultats ce qui permettrait de s'améliorer, et après on co-construit avec l'éleveur un plan d'action pour les années à venir en fonction de lui, ses objectifs, ses contraintes, je ne sais pas, ses priorités. Est-ce que ça va être minimiser la charge de travail pour favoriser la vie de famille, ou alors est-ce qu'il y a des objectifs je ne sais pas, voilà, divers et variés. Tout est pris en compte pour, dans l'idéal, construire un plan d'action sur 3 à 5 ans que l'éleveur ait envie de mettre en place et qui corresponde à ses projets, ses objectifs. On a beaucoup parlé agriculture nationale, mais il ne faut pas oublier les projets européens. Sarah, depuis 2015, il y a un projet européen expérimental qui s'appelle Life Carbon Farming, qui vise à réduire l'empreinte carbone des élevages. On est vraiment dans le sujet. Et c'est un programme que vous accompagnez, vous, à la Chambre d'agriculture du Cantal. Objectif, 15% d'émissions de gaz à effet de serre en moins pour 2027. 2027, ça arrive à grands pas, c'est demain. Est-ce que c'est possible ? Alors, on peut tout faire dire à des chiffres. C'est ambitieux, on peut tout faire dire aux chiffres. Après, ça dépend de l'indicateur qu'on regarde, mais oui, c'est possible. C'est possible. Nous, ce qu'on constate, du coup, on est partenaire effectivement du projet. On suit 32 fermes dans le cadre de ce projet. Plus de 30 fermes qui ont suivi ce programme. Ouais, voilà. Et la baisse moyenne d'émissions de gaz à effet de serre sur ces 32 fermes, on est plutôt de l'ordre de 10-12%. Voilà, mais on n'est pas très loin de ces 15%. C'est pas inatteignable. Et sur le point de vue économique, ces 30 fermes qui ont accompagné ce programme et qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, est-ce que ça leur coûte plus cher ? Ou au contraire, est-ce qu'elles font des économies ? Comment ça se passe ? Bien souvent, aujourd'hui en tout cas, on est dans des plans d'action où on va chercher de l'optimisation. Nous, ce qu'on présente aux éleveurs et sur quoi vraiment on insiste, c'est que c'est une porte d'entrée, le bilan carbone, pour du conseil technique et de l'optimisation technique sur sa ferme. Donc l'idée, c'est que des pratiques bas carbone, c'est un peu du bon sens. Des pratiques bas carbone, c'est souvent des pratiques qui font du bien au porte-monnaie aussi, qui ont un intérêt technique et donc économique pour l'éleveur. On fait une étude économique à chaque fois qu'on engage un éleveur dans un projet, et bien souvent, c'est positif. Et autre chose que je regarde et que beaucoup d'éleveurs regardent, est-ce que ça fait plus de boulot d'être dans une démarche bas carbone, revenir à une alimentation exclusive à l'herbe, planter des haies, on parlait tout à l'heure de ce sujet-là aussi, ça demande un autre type d'investissement et parfois même plus lourd. Oui, ça dépend des projets, mais c'est vrai qu'il y a des choses, typiquement la plantation de haies, il faut songer à la plantation, mais à l'entretien qui va être nécessaire par la suite, et c'est du temps. Donc c'est à prendre en compte, faut que l'éleveur en ait la possibilité. Après, ça dépend des plans d'action, il y a plein de choses. On parle de l'herbe, ça peut être technique, ça peut être du travail de gérer l'herbe, mais ça peut aussi faciliter le travail de l'éleveur, la pâture. Donc c'est au cas par cas. Et ça, c'est vous qui allez plutôt l'indiquer à l'éleveur quand il vient vous voir, ou c'est l'éleveur qui se dit moi je veux absolument planter des haies, est-ce que c'est possible, comment ça Il y a un peu des deux, fonctionne? C'est un échange. Donc nous on va faire part à l'éleveur des pistes de progrès qu'on aura identifiées avec la discussion qu'on aura eue avec lui, la visite de l'exploitation, les résultats du diagnostic, et puis lui de son côté, s'il a déjà des projets, des sensibilités particulières sur certaines thématiques, bien sûr qu'on le prend en compte, et l'idée c'est vraiment de le construire
construire ensemble. Voilà. Sarah, on a évoqué énormément de choses au sein de cette interview. Malgré tout, on a quand même une petite conclusion à faire. On a 30 secondes que je t'offre. Ça sera ta carte blanche pour soit revenir sur un sujet qu'on a évoqué, soit nous parler de complètement autre chose. Bref, ces 30 secondes sont à toi. De quoi veux-tu nous parler ? Peut-être juste pour résumer et insister un peu sur certains points par rapport à ce qu'on a dit. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de financements qui existent qui permettent de rendre ces accompagnements accessibles financièrement parlant aux éleveurs. Je pense qu'il faut en profiter. Il y a des vraies opportunités, déjà dans un premier temps, pour communiquer positivement sur l'élevage et montrer que l'élevage à l'herbe du Massif central, entre autres, je parle de ce que je connais, montrer que cet élevage-là, il répond aux attentes sociétales quand on parle d'environnement aujourd'hui. Et puis c'est aussi l'occasion de montrer que la profession se saisit de ces questions, met en place des choses pour s'améliorer. Et puis c'est pour chacun l'occasion de s'améliorer techniquement sur sa ferme. Donc voilà, je pense que c'est une opportunité à saisir. Et on accompagne tous les éleveurs qui sont volontaires dans ces démarches-là. Et donc pour connaître et peut-être profiter de ces dispositifs de financement qui reviennent de manière assez régulière, il suffit de faire quoi, un petit coup de fil à la Chambre d'agriculture ? Ouais, un petit coup de téléphone à la Chambre d'agriculture. Alors il y a d'autres organismes aussi qui font ce genre d'accompagnement, mais on saura renseigner les éleveurs en fonction des financements du moment qui existent, parce qu'effectivement ça se multiplie un peu, les dispositifs, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a juste un numéro de téléphone à aller chercher. Voilà. Et vous tomberez peut-être sur Sarah Lamsaïf si vous êtes dans le Cantal. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de La Parole A que vous avez peut-être vécu sur YouTube ou sur le site du Comptoir des éleveurs. On est disponible aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Enfin voilà, on est à peu près partout. Et aussi en podcast sur les plateformes de streaming. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.